Beaucoup Jean-Philippe pour ce lancement. Alors je fais un test, si ça marche un peu. Ouais, ça marche. Voilà, donc je vais vous parler en fait d'un projet, enfin de questions scientifiques et d'un projet affecté qui s'inscrit dans une collaboration avec l'INRIA, puisque pendant maintenant, enfin ça fait 4 ans que je travaille avec l'INRIA, mais ça fait 2 ans où j'étais mis à disposition de l'INRIA. Donc vous voyez que les autrices et auteurs sont partagé entre ici et l'équipe STIP INRIA, dont certains collègues sont présents euh, au niveau de cette vision. Donc, juste pour dire 2 mots sur l'équipe STIP, alors Géo, c'est pas la peine que je revienne dessus, mais STIP, c'est une équipe qui s'appelle Soutenabilité, Transition, Environnement, Économie Biophysique et Politique locale au sein de l'Institut national de recherche en informatique et automatique. Aussi surprenant que ça puisse apparaître, il y a une équipe spécialisée sur les enjeux environnementaux qui fait à la fois des grands modèles mondiaux sur les questions climat, énergie, etc. Et puis ce qu'on appelle l'alternative sociotechnique, avec une dimension très forte d'expertise sur les métabolismes territoriaux, l'analyse de flux de matière. J'y reviendrai. C'est une petite équipe hein, par rapport à notre référentiel géo. Alors l'origine du travail, c'est ce schéma. En fait, ça a été la constitution il y a à peu près 3 ans, 4 ans maintenant, d'une volonté de collaboration bidirectionnelle entre ce qu'on fait ici dans Couplage. Alors, je regrette pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Couplage, je ne présenterai pas en détail Couplage, je n'ai absolument pas le temps. Donc, l'hypothèse, c'est que vous connaissez tous très bien Couplage, bien entendu. Et donc, de l'autre côté, ce qui est fait dans ce type en matière d'analyse des flux de matière et d'énergie. En fait, l'enjeu scientifique était d'une part de valoriser ce que nous, on sait vraiment faire en termes d'ingénierie de gouvernance, ingénierie de participation, travail sur le terrain, et dans ce contexte-là, de pouvoir tester la validité opérationnelle des modèles d'analyse de flux de matière, et dans l'autre sens, en fait, d'utiliser ces modèles pour améliorer en particulier un des outils de couplage qui est Coplan sur la planification participative intégrative, donc qui est un outil qui permet de faire de la planification complexe, multi-acteurs, multi-enjeux, multi tout ce que vous voulez. Sauf que en amont de Coplan, il n'y a pas de modèle formel. Et donc l'idée, c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait faire ce recouplage. Donc ça a été le substrat de cette collaboration. C'est toujours le substrat de cette collaboration. Alors bon, je disais que je faisais aucun rappel, mais c'est juste pour rappeler quand même ce que c'est que couplage. Donc couplage, c'est le travail égrégatif de l'unité depuis 20 ans sur différents outils, sur la participation décisionnelle, c'est-à-dire une forme participative dont la vocation est de, en gros, transformer les schémas de pouvoir, un pouvoir de comprendre, pouvoir d'agir, le pouvoir d'engager, etc., avec différents outils, certains qui sont assez visibles et connus comme What a Game pour la partie modélisation et jeux. Hein. On a accompagné le développement de plus de 200 jeux, une large partie en pédagogie, puis d'autres en opérationnel, etc., etc. Et puis la planification. Bon. Ce n'est pas le lieu ni le moment de revenir sur Souplage. Alors, dans les cadrages initiaux, on a aussi ce qui est fait par STIP, mais aussi plein d'autres gens au niveau mondial, donc l'analyse de flux de matière. Et en particulier, alors, en tant que tel, l'analyse, c'est un premier travail consistant à comprendre comment, à l'intérieur d'un territoire ou d'un système, ça peut être une entreprise ou une filière, circulent des flux. Et puis après, sa représentation qui se prend sous la forme de ce qu'on appelle un diagramme de Sankey, ce que vous avez ici. Alors, en fait, on en voit souvent, hein, même dans les médias maintenant, c'est assez largement utilisé. Donc là, vous avez un exemple de production, et je reviendrai un peu sur ces diagrammes de flux tels qu'ils sont produits par l'équipe. Alors juste pour savoir et préciser, je disais je reviendrai, je vous donne un exemple d'un travail. Donc ça, c'est des présentations qui a été réalisée par Jean-Yves Courtonne, hein, qui est le responsable de la sous-partie alternative socio-technique au sein de l'équipe STIP. Donc là, c'est un travail sur l'analyse des filières agro-agri-alimentaires en France, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Scalable, où en fait, il y a déjà un partenariat INRAE, INRIA et Terriflu, qui est la start-up en fait, qui a été montée par l'équipe SIP sur les questions de flux, avec Chambre d'agriculture et Grenoble Métropole, pour essayer de regarder en particulier avec cette démarche, pour comprendre un peu le type de choses qui sont conduites, finalement, quelle est la vulnérabilité des filières agroalimentaires et agricoles, particulièrement dans l'aire métropolitaine de Grenoble, en lien avec le programme alimentaire territorial de cette aire, et donc avec une analyse des chaînes et des filières hein, dans ce domaine-là. Et en fait, le travail, on le retrouve on retrouve ce type de composantes, hein, de nouveau des diagrammes de Sankey. Alors, qu'est-ce qu'on a sur un diagramme de Sankey? Vous avez
une production primaire, donc en l'occurrence des œufs, par exemple. Et puis, qu'est-ce qu'ils deviennent? Donc, qu'est-ce qu'ils deviennent? Et la taille des flèches vous donne des indications à l'utilisateur sur les points de transformation et les utilisateurs finaux. Alors, il y a plein de façons de travailler et utiliser les diagrammes de Sankey. Ce qu'il faut retenir, et ça c'est très important pour la suite, c'est que c'est des travaux empiriques. C'est-à-dire que la construction d'un diagramme de Sankey se fait à partir de données. Et l'expertise, pourquoi l'INRIA, qui est enfin, un établissement de recherche spécialisé en maths, en informatique, est spécialisé là-dessus? Parce qu'il faut faire de l'optimisation et des maths pour boucher les trous. Parce qu'en fait, on n'a jamais toutes les données. Et donc, on fait ce qui s'appelle de la réconciliation. Alors ici, on fait aussi de la réconciliation de données sur d'autres trucs. Mais là, en l'occurrence, ils font de la réconciliation sur les données de flux avec de l'optimisation. Voilà. Et donc, ils ont développé des algorithmes pour ça qui ont donné lieu, là vous avez d'autres exemples, qui ont donné lieu au développement de la startup Terriflu et d'une plateforme qui est disponible qui s'appelle OpenSankey, qui permet de faire ce type de modèle. En fait, la moulinette technique informatique, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est les données, comment on crée les données, comment est-ce qu'on va les chercher. J'avais juste avant une discussion avec Charlotte Hemingway qui rejoint l'équipe et qui, elle, a par exemple, je trouve, une expérience intéressante finalement d'interroger des agriculteurs pour avoir ces données. C'est un petit peu ce qui a été fait dans ce, dans ce projet. Alors après, il y a plein de façons de l'utiliser. Alors, c'était juste pour finir un peu ce petit tour de réflexion ou de compréhension sur ce que sont ces modèles. Par exemple, on peut s'intéresser à la transformation de la répartition en termes d'autonomie d'un territoire, c'est-à-dire le fait de savoir si un territoire est autonome sur son ratio production-consommation. On peut s'intéresser à regarder la distribution des usages, et puis en particulier, quand vous transformez des filières, qu'est-ce que ça va produire et à quel moment, par exemple, une filière peut s'écrouler parce que on va augmenter la demande dans une partie de la filière, on va plus être capable de fournir ailleurs, etc. etc. Et donc, Jean-Yves Courtonne, qui pilote ça avec l'ensemble des gens de l'équipe, travaille sur différentes adaptations des méthodologies d'usage de ces diagrammes de Sankey. Voilà, donc on arrive à des choses, ça c'est les diagrammes sont disponibles en ligne, d'ailleurs hein, le site Flux de biomasse est disponible, vous l'avez sur le bois, sur les céréales, etc. en France, pour toutes les régions françaises, avec des données de je ne sais plus quelle année, où on retrouve en fait l'ensemble des éléments, où vous avez la production primaire de bois, les transformations, et vous voyez qu'on retrouve après des notions de qu'est-ce que le bois devient? Bah, il devient déconnexe, il devient des déchets. Il y a des déchets qui sont réutilisés, hein, ça, c'est utilisé pour ce qu'on appelle aussi l'écologie industrielle, hein, pour les questions de cycle dans les territoires, etc. Voilà. Donc, alors, mon objectif n'était pas non plus de vous faire un cours complet là-dessus. Donc, je passe, hein, il y a des exemples. Alors, le bonus, hein, que je vous ai envoyé tout à l'heure, dès à présent, le lien vers la présentation, donc vous avez tout. Alors, une petite précision dès à présent, parce que c'est important, en particulier dans le contexte de l'arrivée de Charlotte, qui va reprendre une partie de ça pour ses travaux, c'est qu'en fait, il y a déjà une antériorité aussi de travail. On a fait de la formation sur le cadre CIRMA avec Julien Burt et aussi Caroline Lejar. Et puis, par ailleurs, des travaux sur la forêt, en lien avec des accompagnements que je fais sur la méthodologie, sur des gros living labs forestiers comme des hommes et des arbres. Voilà, ça c'est le contexte. Alors maintenant, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'un projet avec le PETR, le pôle d'équilibre territorial rural du Grand Briançonnais. C'est ce qu'on appelait avant les Pays Voisins, pour ceux qui connaissent les structures institutionnelles françaises. Donc c'est une assemblée de Comcom, de PCI, hein. Donc trois EPCI, le Briançonnais, le Pays des Écrins et Guillestroy-Queyras. Donc vous avez la structure ici, hein, c'est le nord des Hautes-Alpes. Donc c'est une zone de montagne avec une très forte valeur écologique liée au parc des Écrins et au parc du Queyras. Une activité complètement dominée par le tourisme. Et puis des tas de problèmes d'enclavement, de mobilité, etc. Et puis quelques trucs dans les coins avec des questions de migration aussi. Donc vous avez peut-être entendu parler. Voilà. Alors, l'histoire du PETR, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une structure intermédiaire, enfin, c'est pas présent dans tous les territoires français d'avoir des PETR, puisque c'est une assemblée de PCI, hein, de Comcom, dont la fonction est de créer, d'accompagner des stratégies territoriales intégrées dans ces territoires. Donc, les exemples types de programmes sont portés par les PETR, c'est les programmes leaders. Donc, si vous connaissez les programmes leaders, c'est les programmes d'accompagnement
la stratégie d'innovation et du développement local avec des fonds européens. Donc les PETR sont très souvent les porteurs des programmes leaders. Et puis aussi, en l'occurrence ici, par exemple, porteurs de ce qu'on appelle le PCAET, le plan climat air énergie territorial, c'est-à-dire le dispositif qui a été élaboré entre 2018-2019 de coordination de la stratégie énergétique du territoire, puisque aujourd'hui, on va parler beaucoup d'énergie. Voilà. Alors, ce qui est important par rapport aux enjeux de gouvernance et de modélisation sur lesquels on va revenir, c'est que ce n'est pas un acteur vraiment direct du schéma territorial, puisque les acteurs directs, c'est les élus des communes et des EPCI, plus éventuellement le niveau départemental et l'État. C'est un acteur d'accompagnement, mais qui est porté par les structures. Il n'y a pas de financement propre, hein, il est financé par les autres structures et il va chercher des financements complémentaires. Donc le projet, il est issu de quoi? Il est issu du fait qu'il y a une accumulation de contentieux sur les enjeux énergétiques dans ce type de territoire. Alors on va voir de quels enjeux énergétiques on va parler. Et que le président du PETR, Pierre Leroy, qui est quelqu'un d'assez connu au niveau national sur les questions de transition, puisqu'il a eu pas mal d'avance sur beaucoup de choses, est venu me voir. On se connaissait déjà avant pour d'autres raisons. Et il m'a dit, il y a 3 ans, 4 ans, ça serait pas mal qu'on essaye de faire quelque chose pour retrouver une autre façon d'aborder ces contentieux énergie territoriaux, et en particulier remonter en amont les processus décisionnels. Alors, peut-être, enfin la plupart du temps on l'ignore, mais depuis 2016 en France, on a une réglementation sur le dialogue environnemental qui tenterait normalement de remonter en amont les processus de concertation, en particulier en pratique, pardon, il n'est pas décliné. Mais l'idée générale, c'est que tout irait mieux si on traitait la plupart des problèmes beaucoup plus en amont qu'en aval, avec des enquêtes publiques ou du contentieux juridique qui termine au tribunal. Et puis, il y a besoin d'amener des fondements scientifiques, donc c'est le contexte général du schéma. Et donc, finalement, une question de communication limitée sur des enjeux très complexes, on y reviendra dans ce territoire. Donc, la question qui est posée, finalement, c'est comment mettre en place une concertation sur les enjeux du nexus, hein, c'est la terminologie, énergie, eau, biodiversité, paysage et économie locale dans le territoire. Donc si je résume ce que je vais vous présenter après, donc une fois à la limite, vous pourriez partir maintenant, vous auriez déjà vu les principaux éléments, c'est le teaser pour la suite. Euh, voilà. On part d'une demande politique, hein, donc remettre en concertation des acteurs, et on se dit, qu'est-ce que la modélisation et l'ingénierie de participation forte, comme on l'a fait ici, peut apporter dans un contexte comme celui-là. Et donc, on est amené à faire plein de choses. On est amené à faire, comme on l'a fait souvent, et en particulier un maxi-exemple, c'est le projet PACT en Tunisie avec Sylvie, Emeline et d'autres. C'est du design institutionnel, donc c'est la conception des processus et des institutions requises pour la mise en place. On est amené à faire du cadrage socio-cognitif, c'est-à-dire regarder les connaissances qui sont mobilisées, les perceptions des acteurs, les engager sur le dispositif. On est amené à faire de la régulation, c'est-à-dire construire les conditions de mise en œuvre du projet et son fonctionnement. Et puis après, on est amené à intégrer des connaissances scientifiques, donc en l'occurrence des modèles de métabolisme, de flux d'énergie, donc s'appuyant, je vais en reparler en partie pour ce qui concerne une des composantes du Nexus sur la thèse d'Emmanuel Krieger ici, et puis le développement d'outils, dont par exemple des jeux, mais aussi d'autres choses. On va largement au-delà de la notion de jeu dans le développement. Alors de quelles énergies on parle? Eh ben, les énergies, c'est compliqué, il y en a beaucoup. Et là, on est dans un territoire, on a principalement ces énergies-là qui sont en jeu. Donc d'abord, le solaire direct. Alors, le solaire direct, ce n'est pas une technologie, le solaire direct, c'est le soleil. Et en fait, il a un impact très important qu'on a tendance à oublier, c'est que quand vous mettez une maison au nord ou une maison au sud, eh ben, ce n'est pas du tout la même chose. Déjà, il faut commencer par ça et se le rappeler, et puis se rappeler aussi que l'ensemble des écosystèmes, évidemment, ils tournent au soleil. Donc ça, c'est le premier point. Donc derrière, il y a des enjeux de bioclimatisme, etc. Puis derrière, vous avez une deuxième énergie qui est en jeu, qui est l'hydroélectricité, qui va nous intéresser plus peut-être au niveau de Géo. Donc vous avez la grande. Donc Serre-Ponçon, que beaucoup de gens connaissent, n'est pas dans le territoire, juste en aval du territoire. On est sur le système Durance, hein, je ne l'ai pas dit, hein, c'est la tête, c'est du système Durance, j'aurais dû commencer par ça peut-être ici. Ce qui va nous intéresser, c'est la petite hydroélectricité, donc ce qu'on appelle les picocentrales ou microcentrales, sur des torrents de montagne, et d'autre part le turbinage sur les réseaux anthropisés, donc sur l'eau potable, l'irrigation et l'assainissement. Voilà, ça, c'est les choses qui sont en jeu. Après, on a fait du photovoltaïque toiture et du photovoltaïque sol, donc avec des extensions différentes.
Et puis après, on a tout ce qui est biomasse, énergie, bois, énergie. Donc la source majeure pour les habitants, c'est la bûche. Moi, je me chauffe à la bûche, j'habite dans le coin. Voilà. Et puis il y avait tout le reste, dont la méthanisation, par exemple, qui rentre là-dedans. Et puis évidemment, vous avez ce qui vient de l'extérieur, hein, qui est complètement exogène. D'abord les hydrocarbures, et puis tout ce qui est le réseau électrique externe, nucléaire ou autre, auquel est connecté le territoire. Donc si on projette le schéma de production-usage de l'énergie dans un territoire, vous avez un machin comme ça. En amont, vous avez un certain nombre de ressources primaires qui sont mobilisées pour les différents modes de production. Donc là, vous avez de l'interne et de l'externe, puisque évidemment, il n'y a pas de nucléaire dans ce territoire. Enfin, il y a de l'électricité nucléaire qui arrive, mais elle n'est pas produite localement. Puis vous avez des usages. Et donc, les usages, il faut tout considérer, tout regarder. Et puis, vous avez des utilisateurs. Donc ça, c'est le schéma global sur disons, le cycle énergie dans son ensemble, avec des choses qui sont gérables individuellement, d'autres pas, l'intervention des collectivités. Pour bien comprendre, un élu d'une commune, il a la capacité de mettre en place, par exemple sur sa commune, quand il a une rivière adéquate, de l'hydroélectricité, la capacité de mettre en place du photovoltaïque. Il pourrait mettre en place des éoliennes, mais dans ce territoire, il n'y en a pas. Il peut mettre en place de la méthanisation, enfin voilà, il y a plein d'options. Et puis, à l'échelle individuelle ou des boîtes privées, c'est pareil, on peut agir autour de ça. Alors, il y a beaucoup de conflits qui sont liés à ça. Il y a des conflits structurés. Alors, peut-être que vous avez entendu parler des conflits sur la montagne de Lure. La montagne de Lure est hors territoire, je le précise, mais c'est un exemple intéressant qui a pas mal fait parler, je précise ça. La montagne de Lure, c'est au-dessus de Fort-Calquier, un très très gros projet qui a... Bon, alors en fait, ça, il y a un moment où on a cru que ça allait s'arrêter, mais en fait, pas du tout. Le parc photovoltaïque a effectivement été cassé par un premier jugement, et puis en fait, il est revenu. Bon, et puis, il y a plein de contentieux, et c'est pour ça qu'à un moment donné, le président du pays, du Briançonnais, il dit ouais, c'est bien, mais quand même, il faut qu'à un moment donné, on ait une approche énergétique sur la sobriété et sur la production. Et puis lui, c'est quand même un écolo au départ, il y a longtemps. Il n'est plus écolo encarté, mais quand même, il a une vision très très claire sur ces questions-là. Et il faut trouver un compromis. Donc, c'est là le point de départ de tout ça, donc, dans ce schéma-là. Les gens qui portent ce collectif Rivière, ils sont super, hein. Les gens qui portent l'énergie, les élus, ils sont tous super. Ils ont tous plein de bonnes intentions. La question, c'est à la fin, on fait quoi dans un territoire comme celui-là et comment on prend en charge les différents enjeux. En bas, vous avez une truite crevée suite à une chasse de barrage sur un des barrages qui s'appelle Pont-Baldi. Alors, si on revient et si on reprojette ça sur les enjeux qui sont typés géo, donc en fait, il y a quatre principales catégories d'enjeux typés géo. D'abord, autour du nexus eau-énergie, vous voulez derrière, donc avec différentes questions, dont certaines qu'on connaît ici, d'autres qu'on connaît moins. Enfin, on n'est pas les champions de l'hydromorphologie ici, par exemple. On n'est pas non plus en tant que tel les champions de l'écologie aquatique. Le turbinage des réseaux, on en fait un peu, hein, en particulier, il y a des gens qui se posent un petit peu la question sur le lien avec l'irrigation, bon, etc., etc. Sur la partie ingénierie de participation et de gouvernance, bon, c'est des choses sur lesquelles moi je suis plus engagé, mais voilà. Et puis après, il y a des enjeux sur l'économie de l'action publique, parce que la motivation principale pour les collectivités, c'est d'abord de faire rentrer des sous dans les communes, dans un contexte où les communes sont de plus en plus pauvres. Et donc c'est vachement compliqué pour eux, et donc il y a une bonne motivation. Et puis, il y a la question du recouplage avec les modèles de métabolisme. Alors, les questions scientifiques sur lesquelles on a travaillé, elles sont de trois types. La première, c'est quand on prend un processus couplage, un processus de participation décisionnelle, qu'est-ce qu'apporte ce type de modèle de métabolisme? Donc, en gros, là, c'est vraiment ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec les deux flèches que vous avez vues. La deuxième, c'est comment est-ce qu'on peut effectivement permettre aux acteurs d'affronter la complexité de ce nexus, donc où il y a plein de trucs interdépendants. Et puis, quelles sont les formes de gouvernance qu'on peut induire dans un dispositif là-dedans. Alors, les points durs, en fait, ils sont pour une petite partie dans le champ d'expertise de Géo, pour une bonne partie hors du champ d'expertise de Géo. Par exemple, un des très gros points durs, c'est la biodiversité. La modélisation de la biodiversité, sa reprise en charge. Il faut se rendre compte que si vous prenez un système rivière par rapport à l'hydroélectricité, d'abord, il y a très peu de tests qui ont été faits. Et puis d'autre part, on est sur un dispositif où il y a au moins 5 ou 6 compartiments différents qui sont impactés par la présence de l'ouvrage, par les chantiers de construction et par les processus de maintenance.
Donc, c'est vraiment lourd. D'ailleurs, on a d'autres présentations qu'on a faites sur ces questions-là. Et la mobilisation des collègues d'autres unités d'Aqua, par exemple, est un des enjeux forts du travail pour la partie hydroélectrique, parce qu'on traite les autres sources d'énergie. Vous avez vu tout à l'heure qu'on ne traite pas que l'hydroélectrique. Les autres points durs, c'est la contractualisation formelle avec les acteurs, particulièrement avec les élus. C'est-à-dire comment est-ce qu'on met en œuvre ce type de processus de transformation de l'action publique de façon concrète. Donc on l'a déjà abordé hein, sur la diversité des questions. Si on a certains qui se questionnent sur les questions de multidisciplinarité, ben, on est obligé, dès qu'on rentre sur un territoire et sur des enjeux de ce type de nexus, d'affronter l'ensemble de ces éléments-là. Donc on a un conseil scientifique qu'on a mis en place qui nous permet de se renforcer là-dessus. On a des partenariats, enfin des choses comme ça. Mais enfin, il y a plein d'endroits où on est un peu à poil, excusez-moi l'expression. Et à la fin du travail, si on commence à reprendre un peu la partie formalisation, le cadre général pour le territoire, c'est d'avoir des ressources, des producteurs et des transformateurs. Alors, l'insistance politique naturelle aujourd'hui est sur la sobriété. La tendance naturelle politique, elle est sur la production. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, tout le monde dit qu'il faut faire de la sobriété, donc de l'économie, modifier les pratiques, etc. Donc, ça veut dire parler de mobilité, parler de plein de choses. En pratique, la plupart des choses qui reviennent sur la table, c'est plutôt des enjeux de production. Et en fait, c'est ça les interactions. Alors, oublier les flèches, c'est pas ça le plus important, mais on est dans des dispositifs où on va avoir à reconnecter différentes choses de ce type-là, en sachant, et je vais y revenir rapidement par rapport aux préanalyses, que les deux schémas majeurs de production, de consommation d'énergie, pardon, pas de production de consommation d'énergie, c'est le chauffage et le transport. Et le transport, eh ben, ce n'est pas le transport local principal qui est important. On a 10,5 millions d'unités touristiques dans ce territoire. 10,5 millions d'unités touristiques qui vont principalement venir d'ailleurs. Donc si on raisonne en termes d'empreinte, empreinte carbone, empreinte énergie, eh ben, c'est les consommations des gens qui viennent de l'extérieur qu'il faut prendre en charge. Alors comment on en prend en charge politiquement, etc. On va y revenir. Et comment est-ce que ça va évoluer avec un petit détail qui est apparu en chemin qui s'appelle les JO 2030. Voilà. Alors, on avait commencé pendant 2 ans à travailler dans le cadre d'un programme interdisciplinaire du CNRS. Où on a fait tout un tas de préanalyses, de travail de modélisation, de pré-modélisation, de travail avec des acteurs pour cadrer le système, voir comment les acteurs pensaient le territoire, quels étaient les besoins, et construire un contrat de participation. Parce que nous, on a une spécialité un peu ici quand même, c'est de faire de la planification de participation et des contrats de participation, donc c'est ce qu'on a construit. Et puis après, lancer la machine. Et la machine, elle s'est lancée à partir de début 2024 avec le PETR, dans le cadre d'un partenariat avec la Banque des Territoires, qui cofinance ce truc. Alors vous avez vu plein de schémas entrelacés, en voilà un de plus. La différence avec les précédents, c'est que là, vous voyez apparaître les acteurs. Et en fait, dans les acteurs, pour simplifier, si vous voulez, il y a 4 types d'acteurs avec lesquels on est amené à travailler. Les élus, les habitants, les énergéticiens, c'est-à-dire les développeurs de projets, et les associations. Et puis au milieu, vous avez un arbitre, c'est l'État. Donc on est évidemment, on a un partenariat fort avec la DDT, la Direction départementale du territoire, qui porte les politiques d'État dans le domaine, que ce soit en termes de protection environnementale ou en termes d'incitation énergétique, confère la volonté de Macron l'année dernière de mettre en place des zones d'accélération des énergies renouvelables de façon totalement chaotique, il faut le dire. Et donc, bah, on a fait travailler les gens comme on fait d'habitude, créer des plans de participation, donc avec les méthodes type Prépare, pour celles et ceux qui connaissent Prépare. Donc ça, c'est une déclinaison de Prépare sur comment, qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment il faut travailler localement. Donc ça a été du cadrage pour organiser les choses, je passe. Et puis, on commence le projet de Banque des Territoires, donc avec ces questions de conciliation de sobriété, d'aborder les consommations, etc., sur ces thématiques. Alors, comment ça se décline? L'idée générale, c'est d'avoir une concertation amont, c'est ce que je disais au départ. Donc, une concertation amont, ça veut dire établir les conditions d'une stratégie territoriale cohérente pour l'ensemble des acteurs. Donc, ça veut dire permettre un dialogue où toutes les questions sont mises ensemble autour de l'énergie
autour de l'eau, de la biodiversité, etc., avec tous les types d'acteurs. Donc, il faut ouvrir des scènes de concertation dans ce contexte-là et les instrumenter. Et ça, c'est notre boulot. Donc, c'est de la notion de dispositif support. Et la deuxième partie, c'est de permettre que quand vous avez un projet lambda qui émerge, par exemple, à l'interface entre un énergéticien privé et un élu, que ce projet soit évalué par un comité qui va en considérer la faisabilité à la fois sociale et technique, et la pertinence. Donc ça, c'est le schéma d'action de ce projet. Est-ce que on retrouve des choses classiques de communication, des éléments de diagnostic? Alors on est à peu près dans les clous au niveau de la planification du projet. Je l'avais écrit au début, hein, la principale partenaire, c'est Mathilde Boissier, qui est une chercheuse de l'INRIA avec laquelle je travaille de façon continue sur ce projet. Et puis on va arriver au cadrage justement de cette stratégie territoriale et puis de construire les espaces de choix jusqu'à la fin 2025. Encore des spaghettis. Je passe ces spaghettis-là. Alors, évidemment, comme toujours, on a des protocoles de suivi d'évaluation. Donc, ils ont deux statuts, hein. Pour qui connaît couplage ici, on a toujours considéré que le suivi-évaluation, c'était un mécanisme réflexif qui permettait de faire du pilotage pour les acteurs eux-mêmes, donc d'améliorer en fait la production de la politique publique. Puis évidemment, ça a une deuxième fonction qui est pour nous, en tant que scientifiques, d'avoir des éléments pour qualifier les processus et leurs impacts. Et donc, il y a une réflexion sur le suivi-évaluation. On est un peu en retard là-dessus. Il faut aussi dire que c'est pas un projet, c'est un projet qui a beaucoup d'ambition et pas des moyens insensés, donc il faut arriver à trouver les modes de mise en place. Alors, je parlais de gouvernance tout à l'heure, donc voilà le schéma de gouvernance qu'on a mis en place. Donc, c'est l'ingénierie institutionnelle, si vous voulez, c'est une des composantes importantes de notre travail dans ces projets, un peu comme dans Pacte, en Tunisie. Le cœur de la machine, il est à 3 niveaux. Le cœur de la machine, il est dans l'Agora d'abord. L'Agora, c'est l'espace participatif territorial pour l'ensemble des acteurs. Au milieu de l'Agora, il y a un truc spécial qui est le panel citoyen. Donc, on avait déjà un panel citoyen ici, par exemple sur la résilience littorale dans le projet précédent que je pilotais. Là, on a de nouveau un panel citoyen qui n'a pas le même statut parce qu'on n'a pas les moyens de les rémunérer, comme on rémunérait le panel citoyen du littoral Occitanie. Donc là, ils sont défrayés mais pas rémunérés. Puis on a un observatoire participatif. Et tout ça vient alimenter un conseil d'orientation qui est l'organe de décision final sur le système qui doit définir effectivement la stratégie de territoire. Tout ceci étant ciblé pour 2025 avec un conseil scientifique, etc., etc. Donc ça, c'est le schéma qui est mis en place en relation avec l'État en particulier, puisque ça doit s'insérer dans les politiques publiques générales. Donc, on a fait des fiches et on a diffusé les fiches de structure sur les différents machins. Donc, c'est des machins hein, qui sont créés pour le fonctionnement du projet avec le PET. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour faire tourner la machine? Dans la phase actuelle, en fait, on monte en compétence l'ensemble des acteurs du territoire. Quand je dis l'ensemble des acteurs du territoire, c'est un peu abusif. En réalité, c'est ceux qui veulent bien participer, comme d'habitude. Donc, on a fait beaucoup de formations. Alors, les formations dans ces contextes-là, c'est le soir et le week-end, hein. Les ateliers, c'est le soir et le week-end, puisqu'on travaille avec des citoyens. Donc, on a des formations sur l'eau que j'ai données. On a fait des formations sur participation que j'ai données avec ma collègue Mathilde. Des formations sur l'énergie, des formations sur la sobriété, et des visites de terrain. On a fait une samedi dernier. Et puis, au fur et à mesure, on prépare les contextes pour que la concertation puisse avoir lieu. Donc, l'hypothèse de base ici, c'est qu'on ne fait pas une concertation sans avoir préparé le terrain. Derrière, il y a de la com, hein. Donc, la com, elle est gérée par l'équipe du PETR. Donc, au sein du PETR, ils ont embauché une chargée de projet qui s'appelle Wajma El Kaouda, qui elle, disons, est vraiment la personne motrice au niveau opérationnel, et puis qui va gérer toute la partie com. Alors il y a de la com locale, il y a de la com nationale, parce qu'en fait c'est un projet qui est suivi au national, dans la mesure où c'est un projet pilote pour la Banque des Territoires. Voilà, donc des actions de communication qui ne sont pas séparables du reste. Alors, en même temps que tout ça, qu'est-ce qu'on a comme back-office scientifique? Alors le back-office scientifique, le premier back-office scientifique sur lequel on s'appuie, c'est un travail qu'on a initié à partir de 2022 avec Mathilde, Emmanuel Krieger, Jean-Yves Courtin, etc., sur la façon dont, et c'est un des éléments structurants de la collaboration entre l'INRA et l'INRIA,
sur la façon dont on peut construire en fait des outils de travail sur les flux, donc sur les métabolismes, dans les territoires en transition. Et donc, on s'est intéressé finalement au croisement entre deux questions, question de ces flux, donc ici énergie, etc., eau, biodiversité, et puis le contrôle social, et donc en particulier la façon dont la gouvernance du dispositif pouvait ou pas maîtriser les flux d'un territoire. Donc, par exemple, réduire la vulnérabilité, parce que quand on a un territoire où vous avez par exemple des flux de bois, vous pouvez être vulnérable du fait de la structure biophysique du territoire ou de l'eau, mais vous êtes aussi vulnérable pour des raisons sociales ou politiques. Donc c'est le champ de travail. Donc on a fait de l'analyse sur qu'est-ce qui existait, donc il y a des outils différents qui permettent de faire ça, et comme on le fait régulièrement ici, on s'est intéressé en particulier à des questions de type jeu sérieux pour démarrer le processus. Et en fait, on a développé un métamodèle qui est en cours de progression, qui s'appelle Transquet. Et ce métamodèle, il est particulier par rapport à ce qui est fait actuellement parce qu'il s'intéresse au contrôle. Donc en fait, c'est un métamodèle de flux et de processus, donc ça c'est classique hein, du point de vue de ce qui est fait dans ces domaines-là. Et vous voyez qu'il y a des petits robinets. Et la question, c'est qui tient ces robinets? Alors moi, j'avais un vieux concept qu'on utilisait ici, que j'aimais beaucoup, c'était de remplacer les stakeholders par des tapholders, puisqu'on s'intéresse à l'eau et depuis longtemps, c'est l'idée. Et là, on est vraiment sur les tapholders dans le système. Et donc, c'est la socialisation finalement de ces modèles de métabolisme qui nous intéresse. Et comment est-ce que des acteurs sociaux tiennent les composantes? Alors, ils peuvent tenir deux choses. Ils peuvent tenir l'accès à des stocks. Donc, c'est des ressources, par exemple des ressources communes, hein, pour faire les approches stromiennes sur les ressources communes. Mais ils peuvent tenir aussi des processus transformatifs. Donc, par exemple, je sais pas quoi, faire tourner une centrale hydroélectrique, c'est un processus transformatif à un endroit donné. En fait, le modèle social, c'est un modèle dans lequel le multi-contrôle qui existe sur différentes ressources ou processus, etc., va nous informer. Donc, on a commencé à formaliser un petit peu ce métamodèle, et puis à l'instancier, c'est-à-dire en faire un outil opérationnel. Et donc, on a développé une version d'expérimentation. Donc ça, c'est un outil d'expérimentation qui s'appelle Transquet. Enfin, c'est la version en ligne de Transquet qui a été développée sous la houlette de Mathilde avec des stagiaires à l'INRIA. En fait, la forme pratique, c'est un jeu en ligne, mais c'est un jeu en ligne qui est là pour faire de l'expérimentation justement sur sur la conception par les acteurs des flux et en particulier sur la façon dont ils sont capables de maîtriser des flux complexes avec des transformations complexes dans le territoire. Donc ça, on l'a présenté à Isaga. Et pour renforcer, je m'approche de la fin, je vous rassure, pour renforcer le, le travail dans le contexte, toujours là sur le projet en arrière-plan, on a la thèse d'Emmanuel Krieger. Alors la thèse d'Emmanuel, qui a commencé il y a 2 ans et demi, que je co-encadre avec les collègues qui sont cités précédemment, c'est une thèse qui travaille sur ce qu'on appelle la vulnérabilité socio-métabolique. La vulnérabilité socio-métabolique, c'est ce que j'évoquais juste il y a 2 minutes, c'est-à-dire quand vous avez un territoire avec des flux de matière, le territoire il peut avoir des capacités et des vulnérabilités qui sont liées à sa structure biophysique, c'est-à-dire la quantité de bois, d'eau qu'il y a dans le territoire, comment ça circule, etc. Mais vous avez aussi un pilotage social et politique. Et la thèse d'Emmanuel consiste en fait à regarder de façon un peu concrète qu'est-ce qui est finalement le plus important ou le plus sensible, si vous voulez, entre les deux composantes, la composante biophysique et la composante socio-institutionnelle. Donc là, c'est des modèles que Emmanuel a commencé à construire. Donc là, c'est le point de départ, c'est un modèle conceptuel. Puis progressivement, il documente et il construit avec des données où vous retrouvez les Sankey, etc., etc. Donc on arrive à des choses de plus en plus fines. Et ça, c'est les données réelles du du territoire sur les apports énergétiques, sur les usages énergétiques dans le territoire. Donc vous voyez la taille des flux, hein, l'importance des carburants, des apports externes en produits pétroliers, l'hydroélectricité importée, etc., ou produite localement, etc., etc. Et puis après, c'est de regarder qui contrôle quoi et comment ça fonctionne. Et pour ça, bah, il faut changer d'outil. Alors bon, on a vraiment les versions les plus fines quand on arrive sur les données de détail. Ça, c'est une commune. Donc ça, c'est le schéma d'une commune. Il y a 36 communes dans le territoire. Donc ça, c'est les données de Briançon, en tant que tel, qu'Emmanuel a collationné pour réaliser son modèle avec, vous voyez, par exemple, petit machin, là, c'est hein, les entrées externes, là, toc, d'énergie électrique.
Puis là, vous avez en bas des très grosses entrées de produits pétroliers. C'est la réalité de comment ça fonctionne. Et où est-ce que ça va? Bah, ça va dans du résidentiel, dans du tertiaire, etc., etc. Voilà. Alors en fait, bah, pour mobiliser ça, eh ben, on est en cours de développement d'un jeu qui est présenté très prochainement ici dans une communauté de pratique 14, le 14 octobre. Donc il y a une communauté de pratique de 10 à 12 le 14 octobre ici à Géo, avec Marine Valette qui est ici à gauche, qui est la stagiaire qui porte ça. Et donc ce jeu est un jeu Nexus dans lequel on a l'ensemble des questions que je viens d'aborder qui sont portées. Donc on avait fait un pré-design au tout début avec Mathilde et Emmanuel. Marine est arrivée, a fait des améliorations. Alors vous voyez, il y a des trucs rigolos. C'est un jeu en 2D et demi parce qu'il y a un peu de relief, donc il faut tenir compte du paysage. Par exemple, traiter la question de paysage dans un jeu, c'est pas évident. On le faisait déjà dans My River Pit, et là on revient dessus. Et en fait, il y a plein de choses qui sont traitées dans ce jeu. Pas mal d'activités différentes. Vous voyez, rénovation thermique, installation d'une chaufferie par solaire, turbinage de l'eau potable, passage en agrivoltaïsme, etc. Vous avez des rivières, vous avez des routes, vous avez de l'économie locale, etc., etc. Des déplacements à longue et courte distance. Quand vous déplacez des salariés pour venir travailler, ça a un impact énergie en termes de consommation, ça a un impact carbone. Quand vous faites venir des touristes de l'extérieur, c'est pareil, vous voyez, il y a des TGV. Donc, voilà. Donc les ressources représentées dans ce jeu, c'est ça. Donc c'est un jeu compliqué, voire complexe. Et ben, c'est pas un accident de l'histoire, c'est une nécessité délibérée, puisque l'enjeu pour les acteurs, c'est de capturer la complexité des questions. Et donc ça, c'est un compromis qui n'est pas évident à faire. Et bon, il y a ici des gens qui ont une forte expérience des jeux, Géraldine à ma droite par exemple, ou Bruno en face. Et en fait, le plus souvent, on essaye de simplifier. Je ne dirais pas qu'on essaye de compliquer, mais on essaye de mettre ce qu'il faut mettre. Et ça, c'est un vrai problème dans le travail. Donc, on se retrouve avec des cartes qui peuvent être plus ou moins compliquées, des activités plus ou moins compliquées, etc. Et c'est en cours de développement. Mais l'idée vraiment, c'est qu'Enerkes est vraiment un intégrateur de complexité. C'est pour ça qu'il est conçu et doit permettre avec un coût de mise en œuvre qui n'est pas forcément évident d'aborder cette complexité, en sachant qu'il y en a une partie qu'on a mise de côté, délibérément, qui est la complexité décisionnelle en amont, puisque quand un projet d'énergie est instruit, il est instruit par des gens qui le proposent au départ, donc par exemple des élus avec des énergéticiens, puis après il doit passer ce qu'on appelle le dérisquage. Le dérisquage, c'est le processus institutionnel au niveau des préfectures et des DDT qui va faire un screening du projet par rapport à ses contextes techniques, environnementaux et réglementaires. Premier niveau de dérisquage, deuxième niveau de dérisquage, puis après il passe dans les fourches codines des associations qui vont décider de réagir ou pas réagir dessus. Puis après il y a des enjeux financiers, enfin, etc. Donc, le cycle de vie d'un projet, c'est pas simplement que le joueur maire, parce que là en fait c'est des maires qui sont joués, qui jouent un bout de territoire et dit ah bah je fais ça. En fait ça marche pas du tout, du tout, du tout comme ça. Et donc il faut aussi en tenir compte. Donc il y a en fait une combinaison avec d'autres choses qui sont en cours de développement pour ça. Voilà, j'ai terminé. Donc actuellement, à court terme, on en est encore dans des phases plutôt de sensibilisation et puis de finalisation de ce dispositif NRK. On monte en compétence le panel citoyen, on associe l'Agora, on met en place le suivi-évaluation. Et à plus long terme, eh ben, en fait, on doit aller jusqu'à fin 2025, comme je le citais tout à l'heure, vers la construction de la stratégie. Donc il y a un moment où on va activer de la construction de plan d'action, c'est-à-dire de la démarche coplan, au printemps 2025. Et puis, finir de structurer le conseil d'orientation, qui est notre produit final dans le projet. Voilà. Ça, c'est la synthèse simplement de ce qui est sous-jacent et ce qui est en question. On parle beaucoup de Living Lab. En fait, pour moi, les Living Labs, c'est jamais qu'un réétiquetage de trucs qu'on a fait depuis longtemps sur les plateformes multi-acteurs et des approches intégrées dans les territoires. Là, on est sur des contextes de Living Lab chauds, hein, puisqu'il y a du juridique, du contentieux, de la DDT qui intervient. Et là, bah, on essaye de voir comment ces formes de modélisation participative vont permettre effectivement de faire bouger les lignes dans ces contextes. Ça revient à des trucs sur lesquels j'interviens pas mal ces derniers temps, qui est l'enjeu de recherche transformative, c'est-à-dire comment notre recherche
doit cesser de ne faire que produire des connaissances dont on ne sait pas très bien ce qu'elles deviennent, mais être composante d'une transformation réelle. C'est un proche de l'enjeu de sciences de gestion. Je vous remercie. Désolé d'avoir été un peu long, mais vous avez vu pas mal de choses. Merci. Il m'a plu. Un petit peu de pub. Merci Nils. Donc, on a un petit quart d'heure pour des questions